merci de vous intéresser à cette question qui est une question lourde de sens, à mon avis, qui reflète d'ailleurs peut-être une vision de la société vis-à-vis de la médecine euh, et, euh, et qui méritait de faire partie des sujets travaillés par l'Académie de médecine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Guy Valencien, qui, nonobstant être un ami, est également on va dire, un aiguillon du changement et des possibilités de penser autrement. Et quand Guy a fait cet avis avec d'autres autour de la formation médicale initiale, on a pensé que ça valait vraiment le coup de faire un café libre pour expliquer un peu ce qui se passe dans un monde où on ne comprend pas grand-chose. On finit par ne plus rien comprendre. On va faire une 10e année, pourquoi pas une 11e l'année prochaine. On a des padus qui sont dans la nature et désespérés. On a des jeunes qui veulent plus s'installer. Enfin bon, je pense que si on fait le bilan de tout ça, on est quand même dans un système qui est allé dans le mur et là qui s'est bien craché le nez contre les parpaings. Et donc, j'aimerais bien maintenant passer la parole à Guy pour qu'il nous fasse entendre sa voix et la voix de l'Académie de médecine. Guy, c'est pour toi. Merci Olivier, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais donc vous présenter les conclusions d'un rapport que j'ai suscité à l'Académie de médecine et qui a été voté à une très large majorité le 25 février dernier, donc c'est tout récent. Ce rapport s'intitule tout bêtement « La formation médicale initiale » et le groupe de travail est composé des personnes que vous voyez sur la diapositive. Je passe. Il y avait dedans 2 doyens. Je n'ai pas la diapo la diapo ne passe pas. Germain? Oui. Patrick Voilà, Netter était... Quel était le diagnostic? Il était assez simple. Depuis 15 ans, de réforme en réforme, la diversification sociologique voulue par l'enseignement supérieur concernant les élèves de terminale est un échec cuisant. La preuve en est, c'est que seulement 13% des élèves de terminale qui intègrent l'université Bobigny-Sorbonne Paris-Nord, 13% seulement ont une mention très bien au bac, quand ils sont plus de 54% à Paris-Cité, au centre de la capitale. Donc on voit qu'on ne modifie pas comme on le veut comme ça la diversification sociologique des élèves. Deuxièmement, les filières PASLAS qui ont remplacé la PACES, tous ces termes en plus compliqués donc il faut comprendre quand on y arrive, a été l'objet d'un stress majeur, les étudiants en licence d'accès en santé se rendant compte en 2e année de médecine qu'ils sont moins bons, qu'ils ont de moins bonnes notes que ceux qui sont en parcours d'accès spécifique en santé. D'où la fuite à l'étranger de plus de 5000 étudiants, dont la moitié en Roumanie, avec 2 universités qui proposent des formations en français intégrales, et ensuite en Belgique, en Italie, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, au Portugal, en Allemagne, bref, un peu partout hors de France pour se former à la médecine. Les études, en plus, nos études sont très longues, construites en silo. L'enseignement est disposé en silo et il y a un découpage en disciplines d'organes qui est aujourd'hui assez dépassé. Voilà. Autre élément essentiel en concernant l'univers médical d'aujourd'hui, ce sont les mutations technologiques, notamment l'intelligence artificielle dont on parle tous les jours, qui, et ça m'agace, n'est qu'une imitation artificielle, mais qui fait très fort et très vite, et qui effectivement améliore la fiabilité diagnostique, voire fait mieux que le médecin généraliste moyen, et améliore aussi la sécurité thérapeutique en termes d'indication et de doses thérapeutiques. Les nouveaux outils à distance, je vais vite, la téléconsultation, téléconseil, téléexpertise et téléformation continue, bien évidemment, qui transforment, qui bouleversent le champ
classique du médecin généraliste que j'ai connu quand je remplaçais dans les blés de la Beauce le médecin local il y a des années. Les innovations thérapeutiques, hein, notamment en matière d'immunologie et de cancérologie avec les CAR-T-cells et la chirurgie robotisée, et puis surtout les vaccins ARN. Des vaccins ARN dont on sait qu'à terme, ils pourraient peut-être faire quasiment disparaître le cancer. Je pense notamment au sein ou la prostate sur lesquels des startups travaillent depuis déjà quelques années en espérant pouvoir obtenir un label de vaccination à terme. Donc d'ici 25-30 ans, l'affaire pourrait peut-être être conclue avec une quasi-disparition de ces cancers. Les mutations professionnelles avec bien sûr le transfert et le partage d'actes, mais surtout le transfert d'actes qui malheureusement, de ce que j'ai entendu par rapport à la loi RIST 2, qu'on a tous regardé j'espère, on voit que l'arrêté qui est en préparation revient complètement en arrière sur la possibilité pour les infirmiers de prescrire en primo-prescription, hein, d'abord de prescrire des médicaments après avoir fait le diagnostic de pathologie courante, ce qui est bien dommage. Enfin, l'implication de plus en plus forte des patients qui bouleverse le système. Tout cela nous amène à nous poser 3 questions. Combien d'étudiants à former? Quelle matière enseigner? Et quel apprentissage du métier? Le nombre d'étudiants, sachant que la durée d'exercice hebdomadaire d'un jeune MG aujourd'hui et demain sera de 35 à 40 heures 10 mois par an, en suivant à peu près 1500 patients, on nous indique qu'il faudrait 2,2 à 2,3 médecins pour remplacer un MG d'aujourd'hui à 65-70 heures. Bien sûr, mais ce n'est pas sans compter le transfert et le partage d'actes avec les IPA et les infirmiers, mais aujourd'hui les infirmiers de première ligne. Ce qui fait qu'au lieu de croire qu'il faut mettre 16 000 étudiants en formation, comme l'a indiqué Gabriel Attal, ce qui est impossible compte tenu des locaux des universités et du nombre de personnels aujourd'hui, un maximum de 12 000 serait amplement suffisant, augmenté de 10%, pas plus les médecins généralistes. Ce sont les infirmiers qu'il faut disperser vraiment dans les territoires. Ce sont elles et eux qui vont assurer les premiers soins dont la population a besoin. Arrêtons de croire qu'il faut le tout médical, ou tout du moins, cessons de penser paramédic et médic, et ne pensons plus que médical, de l'aide-soignante jusqu'au prof de médecine. Les 5 mots-clés que nous avons retenus, c'est simplifier la formation, la raccourcir, la professionnaliser, car à l'université, on apprend des connaissances et pas le métier. L'humaniser, hein, arrêtons de nous faire des bêtes de travail collées, scotchées à nos ordinateurs, et enfin partager avec les autres professionnels. Les matières à développer, bien évidemment, il manque de l'économie générale, de l'économie de santé. Il manque qu'on nous explique parfaitement le système de santé, ce qu'est une CPAM, ce qu'est une ARS, on ne le sait pas, c'est mal fait. Il nous faut bien sûr bien plus nous orienter vers les sciences numériques, vers le juridique et la fiscalité lorsqu'on est en libéral, enfin vers la psychologie et l'art d'écouter, l'art d'entendre. C'est donc le développement d'un savoir-faire qu'il faut améliorer en cherchant mieux les aptitudes de chaque candidat et candidate et en développant la technicité de son métier particulier. Et c'est surtout un savoir-être, hein, d'écoute, d'accompagnement, hein, ce que font beaucoup mieux les médecins ou les professionnels d'autres métiers qui veulent faire de la pseudo-médecine à prix d'or. Ils passent du temps auprès des patients, ce qui, bien sûr, les rassure. Enfin, l'esprit d'équipe, bien évidemment, qui doit être une des clés du médecin de demain, qui sera l'un des managers, le maître d'œuvre, comme nous l'avions fait indiqué dans un rapport de l'Académie de médecine dont j'étais le rapporteur l'an dernier sur la place et le rôle du médecin généraliste dans la société du XXIe siècle. C'est elle et lui qui vont colliger toutes les données qui arriveront des différents spécialistes, des infirmiers, même du patient, pour mettre le tout dans une espèce de communauté de savoir
qui permettront de mieux guider les thérapies nécessaires. Les propositions que nous faisons sont donc une licence de santé qui dure 3 ans, un master en médecine de 2 ans qui se termine par les épreuves dématérialisées nationales écrites et les ECOS, les fameux examens cliniques objectifs structurés. Comprenez la complexité encore des termes, c'est bien gentil. Le tout amenant à l'internat qui se terminera par un doctorat d'État à 4 ou 5 ans selon les spécialités, certaines spécialités étant des compléments. Par exemple, on peut être docteur en médecine générale après un doctorat d'État, mais si on veut faire de l'urgence, on aura une année de plus de formation. La durée des études, donc 9 à 10 ans au lieu de 10 à 13 actuellement, ce qui est déjà un début de réduction. Personnellement, j'aurais aimé aller même à 8 ans, car c'est tout à fait faisable, mais restons sur ce qui a été choisi par le groupe, 9 ou 10 ans selon les spécialités. La licence, c'est simple. La licence en santé de 3 ans. La première année est commune aux professions de santé, comme c'était un peu le cas dans la PACES à l'époque. Tous les professionnels, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, dentistes, tout le monde ensemble. Hein. Les mêmes bases d'anatomie, de physiologie, de connaissances générales, je le répète, du système de santé et du juridique et autres. Là, ça doit être fait tous ensemble. Ensuite, le choix de la médecine se fait sur les résultats de l'examen écrit, sur la note d'écrit, mais on ajoute un oral. Cet oral n'est pas classant pour le choix, il est simplement validant, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 10 de moyenne. Il sert à connaître la motivation du candidat et son orientation future. Il a l'avantage, si par exemple vous avez un candidat qui a 11 à l'écrit et qui n'a que 7 à l'oral, eh bien, il ne sera pas reçu. C'est comme ça, hein, parce que la médecine est quand même un métier de contact, de collaboration. La deuxième année, lorsqu'on a choisi la médecine, alors à ce moment-là, la deuxième année se fait avec des éléments communs encore, qu'on continue à apprendre, ne serait-ce qu'en thérapeutique, et des éléments spécifiques à la médecine, alors que d'autres auront des éléments spécifiques en pharmacie et dans les autres spécialités en maïeutique et autres. Donc, cette deuxième année a 1 mois de service sanitaire, comme c'est fait aujourd'hui, auquel on rajoute 4 à 8 stages d'1 semaine de découverte, justement dans différents lieux, dans une MSP, dans un hôpital, dans une caisse d'assurance, à l'ARS du coin, au ministère, pourquoi pas, de façon à être bien dans le métier, à connaître au-delà de son propre métier, le système dans lequel on va exercer. Et enfin, on peut démarrer dès la deuxième année le contrat d'engagement de service public pour les étudiantes et étudiants qui voudraient être salariés. Alors, à l'entour, si je me souviens, ça doit être de près de 1 200 € par mois, mais obligeant simplement à donner autant d'années au service public en retour, ce qui est assez logique, mais permet à des étudiants qui ne sont pas fortunés de pouvoir faire ce métier dont les études, vous le voyez bien, sont longues. Et puis la troisième année débute l'externat, donc on l'a fait plus tôt, hein, l'externat à l'hôpital, mais aussi, nous le verrons, dans d'autres lieux, notamment des lieux de pratique en clinique, aussi bien qu'en maison de santé pluridisciplinaire, ce qui demandera de réorganiser, de savoir qui paye. Hein. Là encore, il faudra que ce soit bien sûr probablement le service public, l'État, qui paye les étudiants en tant qu'externes. Le master en médecine, ensuite, le master en médecine est finalisé, lui, par cette licence, eh bien, si on a réussi à la fin de la licence, on continue en médecine, voilà, comme on avait prévu. Et le master en médecine est de 2 ans. Il est finalisé par les épreuves dématérialisées nationales, les EDN, qui sont validantes et classantes pour le choix de la spécialité et du lieu de l'université ou du CHU où les étudiants seront postés au départ. Et deuxièmement, il y a des examens cliniques structurés, objectifs structurés, qui, eux, les ECOS, qui sont validants
mais qui ne sont pas classants, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des distorsions assez importantes selon les universités qui ne permettaient pas de considérer qu'on était dans une rigueur de justice d'évaluation suffisante. Enfin, là encore, on rajoute en fin de master un oral, un deuxième oral qui est validant bien sûr, mais non classant, de motivation et d'orientation améliorée par rapport à ce que pensait le candidat ou la candidate en première année. La régionalisation de l'internat va se faire grâce à un coefficient de pondération. Comprenez-moi bien, pour les examens dématérialisés nationaux, l'interne du CRU de la région gagnera des points supplémentaires lui permettant d'aller s'inscrire dans une subdivision locale, sachant que c'est là qu'il est né, qu'il connaît, qu'il a sa famille, qu'il a ses relations d'étudiants au début et ses relations, je dirais, hors santé qui sont importantes. Enfin, le doctorat en médecine, de 4 ou 5 ans selon les spécialités, avec une première année commune encore à toutes les spécialités en termes de formation, je dirais, générale, hein, et puis ensuite avec 2 stages d'internat d'orientation dans les grandes filières, la médecine générale, les médecines de spécialité, la chirurgie, la psychiatrie, et la santé publique et autres. Enfin, l'étudiant aura droit bien sûr à un droit au remords au bout de 6 à 12 mois et il pourra changer de filière s'il considère qu'il s'est mal orienté. Et puis ensuite, la 2e, 3e, 4e ou 5e année orienteront l'étudiant dans sa spécialisation jusqu'à la thèse de doctorat d'État. Donc, enfin, les moyens nécessaires, eh bien, il faudrait renforcer le rôle du doyen dans la gouvernance des CHU, déterminer le nombre et la répartition des postes d'internes en région, et enfin, plus de postes outre universitaires, mais de moyens matériels et en personnel pour gérer les structures d'accueil des étudiants. Voilà, écoutez, c'est fini. Je suis tout prêt à discuter avec vous de ce que je viens de vous raconter. Eh bien, merci beaucoup Guy pour cet exposé très clair. On va passer à la séance des questions. Donc vous savez que vous levez la main, comme vient de le faire Benoît. Vous avez une petite main jaune dans la barre d'outils. Et quand vous prenez la parole, vous mettez votre caméra. Pour le reste, on reste en caméra coupée et en micro coupé. Voilà. Benoît, je te passe tout de suite la parole. Oui, merci Guy, une fois de plus. Ça fait bientôt 40 ans que je t'écoute et faire des propositions toujours pertinentes. Et j'espère que celle-là va. Bon, le fait qu'il y ait deux doyens dans le groupe de travail avec toi dans l'Académie de médecine, est-ce que c'est une chance de réussite? Parce que comment ça se fait que, tu l'as dit tout au début, que on a souvent quand même, disons, le diagnostic, les solutions, on peut avoir des idées un peu différentes, mais vers la simplification, je me souviens qu'Elisabeth Hubert, il y a 12 ans maintenant, en réponse à une demande du président Sarkozy à l'époque, avait préconisé aussi la réforme, alors c'était des études du généraliste, mais avait préconisé d'aller plutôt sur ce que tu disais, c'est-à-dire 7 ou 8 ans pour un généraliste. Et moyennant quoi, inexorablement, les années continuent, la ségrégation sociale se maintient. Comment, sur le plan du comment on peut raisonnablement faire? Bon, moi, tu sais, je milite aussi pour adjoindre à des réformes comme celle de la formation, une réforme plus statutaire, globale sur le statut du médecin en France. Je pense que cette dichotomie
très clivante entre la ville d'un côté et l'hôpital de l'autre n'est pas une bonne chose et qu'il faudrait aller au-delà de ça. Voilà. Et puis je finis par une anecdote. Quand j'étais directeur d'ARH il y a bientôt presque 30 ans, j'ai voulu très vite aller m'expliquer devant des cohortes d'étudiants dans les deux universités, à Nantes et à Angers, qui étaient disons, sous ma gouvernance, entre guillemets. Je n'ai jamais reçu de l'une aucune réponse, et de l'autre, on m'a invité à venir un mois avant un examen très couperet pour les étudiants. Ils m'ont écouté gentiment, poliment, mais ils m'ont absolument… et puis ils m'ont laissé une demi-heure pour expliquer ce que c'était le système de santé en France. Bon, voilà. Je suis très confiant dans la qualité des propositions qui sont faites. Pour autant, je reste un petit peu sceptique sur la probabilité qu'elles voient le jour. Je ne sais pas quoi te répondre, on verra bien. On a interviewé 61 personnes, dont 13 doyens, avec 3 doyens étrangers, Louvain, Genève et Barcelone. On a interviewé 4 anciens ministres, enseignement supérieur et santé. On a interviewé les présidents d'université, tous les syndicats d'étudiants en médecine, quasiment tous les syndicats médicaux. Et il n'y a pas eu de bronca sur le résultat actuellement, parce qu'on a publié le document il y a déjà plus de 8 jours. Donc on voit bien que ça a l'air de passer, mais on aura des résistances. C'est la France, ça. De toute façon, on ne sait faire que des révolutions. On ne sait pas évoluer. Bon, c'est comme ça, à l'inverse des pays anglo-saxons qui ne cessent d'évoluer quand nous, on casse tout un jour, et puis ça dure pendant 50 ans ou un siècle, et il faut tout recasser. Donc je verrai bien ce qui va se passer. On y tient, on y croit, et on fera tout pour que ça passe, mais on sent bien qu'il y aura des résistances, bien évidemment. Cyril Blondet, vous avez la parole, vous présentez. Je crois avoir branché ma caméra. Bonjour à tous. Je me présente très, très brièvement. Je suis MCEPH en biophysique et médecine nucléaire à la faculté de médecine de Strasbourg. Donc, je suis membre de l'équipe des canals de Jean Sibilia, du doyen Sibilia, qui est co-signataire du document dont vous nous avez venu nous présenter la synthèse, monsieur Valencien. Je suis également, puisque vous avez évoqué la consultation syndicale, élu avec le doyen Sibilia au Conseil supérieur des personnels médicaux en ce qui concerne le collège hospitalo-universitaire pour la tendance donc syndicale Action Praticien Hôpital. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes plus sincères remerciements, monsieur Valencien, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs en rapport avec la rédaction de l'ensemble de ce rapport issu de l'Académie nationale de médecine et de l'ensemble des acteurs que vous venez de reciter à l'instant. Ça prouve effectivement qu'il y a donc au moins de l'espoir en ce qui concerne l'éventualité de faire bouger les choses. Et vous venez de rappeler que le rythme des réformes / révolutions en France est un tout petit peu surprenant en ce qui concerne la volonté d'organiser des choses de façon un peu concertée. Vous avez également dit qu'on… Était-ce vous ou quelqu'un d'autre? En tout cas, je partage cet avis. C'est difficile d'y comprendre quelque chose. Je viens tout de suite dans le vif du sujet par rapport à l'ensemble du découpage que vous venez de proposer pour l'ensemble de la formation médicale initiale. Je suis plus particulièrement impliqué, probablement du fait de ma discipline, la biophysique, dans la partie premier cycle. Je pense, et ça je suis quand même obligé de le rappeler, que tout le monde a entendu parler de ce qui s'appelle maintenant sous 2 termes, le modèle strasbourgeois, qui a été une espèce de adaptation borderline par rapport aux arrêtés et décrets instituant dans la quasi-totalité des autres universités le système PASS-HELAS. D'abord, merci de voir la notion de réduction et en particulier par le système de licence santé, la disparition, je crois, de la pire des appellations qui est celle que constitue le PASS, qui est probablement une PASSES déguisée et qui, dans de nombreuses universités, vous le citez pour Paris-Centre, ressemble à une espèce de parcours d'excellence à partir de la sélection sur Parcoursup, ce qui est assez désagréable sociologiquement, bien entendu. Le mérite de la licence santé, qu'on connaît aussi du côté de Strasbourg, c'est que en cas de validation de chacune des étapes d'une licence santé en bonne et due forme, et en l'absence de réussite à un concours qui reste un concours, c'est une chose évidente, à l'une ou l'autre des filières MMOPK, il y a la possibilité,
parce que la licence a été validée, d'arriver avec un diplôme Bac+3 à la toute fin pour l'étudiant. Ça, c'est un point qu'il est effectivement intéressant de conserver pour éviter ce qui a détruit la PACES, c'est-à-dire les appellations, c'est une machine à broyer de l'étudiant, etc., etc. Alors, le point qui est peut-être un tout petit peu problématique pour quelqu'un qui a vraiment les mains dans le cambouis, c'est l'arrêt de la diversification des profils. Je ne veux pas porter de jugement par rapport au fait qu'on nous a demandé, on l'a fait à l'occasion du dénombrement des 550 formations initiales après la terminale, dénombrées par Gilbert Vicente, dans un tableau assez volumineux, qui a impliqué la participation de très nombreuses UFR dans toutes les universités pour la constitution des PASS, des LAS et quelques licences sciences pour la santé ou santé. Donc, ça, c'est vrai que ce serait un véritable retour en arrière de casser la dynamique qui a été mise en place difficilement de participation de l'ensemble des autres UFR de l'université dans le cadre de la réforme d'accès aux études de santé. Bon, malgré tout, ça peut s'entendre. Ça peut tout à fait s'entendre dans le cadre d'une réduction et d'une simplification. Je n'aime pas, bien sûr, les termes de majeur et mineur en tant que défendeur de la licence Sciences pour la santé qui a justement permis d'équilibrer en nombre de CTS validés lors de la première année, 21 du côté santé, 25 du côté du parcours choisi à Strasbourg. Disons qu'on arrivait avec des étudiants qui avaient réussi, et ça il ne faut pas se leurrer, à pratiquement valider 2 licences en une, et donc avec une force de travail assez considérable. C'est peut-être pas terrible ce que je viens de dire, mais en termes de sélection à la toute fin sur le concours MMOPK, on a des machines de guerre. Voilà, bon, ça c'est le premier point sur la diversification, et je ne sais pas trop quoi en penser par rapport à cela. Deuxième point, vous avez rappelé le fait qu'il s'agit maintenant d'humaniser l'exercice et surtout la formation médicale initiale, en rappelant la place que l'intelligence artificielle va prendre dans nos approches diagnostiques et thérapeutiques. Dans ce sens, vous avez rappelé l'enseignement des sciences du numérique. Je me permets de dire justement que ça reste des notions qui appartiennent académiquement à la notion des CNU santé dits fondamentaux. Bien sûr, il y a le mien dans l'histoire biophysique, et je m'enorgueillis. En ce qui concerne la deuxième année de licence Sciences pour la santé, qui accueille un tiers des étudiants en DFGSM2, d'avoir été à l'initiative à Strasbourg de l'implémentation d'une initiation à l'intelligence artificielle, mais véritablement en termes, j'allais dire, quasi conceptuels, c'est-à-dire juste avoir le regard critique qui est nécessaire pour, dans le cadre de performances annoncées meilleures que celles du praticien pour le diagnostic et la thérapeutique, rester critique quant aux résultats proposés et l'insertion dans le parcours du patient. Et enfin, pour finir, notre deuxième cycle, alors là, par contre, j'adhère totalement. C'est remarquable de simplification et surtout, là aussi, au plan organisationnel, pour redonner à chacune des étapes proposées dans la réforme deuxième cycle tout son sens pédagogique. Et bien sûr, en particulier, la notion d'examen de clinique objectif et structuré, dont le caractère validant reprend son sens au niveau pédagogique local, et non classant pour éviter tous les débats à n'en plus finir interuniversités pour la préparation de cette épreuve qu'il est extrêmement délicat de rendre tout à fait homogène dans toutes les universités malgré tous nos efforts à tous. Et je tiens à les souligner, notamment en termes d'organisation de l'ensemble de ces différents concours qui ont lieu partout en France. Un dernier point, je n'ai pas vu le mot parcours, je m'en réjouis. Étant responsable du parcours à la faculté de médecine de Strasbourg, c'est-à-dire donc, je cite l'un de nos collègues lors de la réunion qui avait lieu avec le CNG à l'occasion du rattrapage sur les redoublants, pour réussir à faire quelque chose qui ne soit pas trop attaquable au niveau de l'ensemble de la validation de ce parcours, le fait que c'est du temps hachu, pas forcément bien placé, de vérifier le nombre d'heures sur un bulletin de paye. C'est ce que je fais au plan personnel et c'est un peu surprenant. Après, on peut aussi discuter de la condition socio-économique qu'implique la validation, la saturation du parcours, expression qui est née de façon spontanée, dans le cadre de certaines rubriques valorisant le stage à l'étranger, qui n'est pas forcément quelque chose de facile à avoir au plan financier pour l'ensemble des étudiants, ou même une certification en langue. Voilà, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, à la fois par rapport à, encore une fois, cette grande satisfaction de cette prise en compte de l'ensemble des soucis, de vos propositions, et
voilà, de certains points d'attention que je me permets de porter avec une étiquette essentiellement donc CNU Santé fondamentale et organisateur du modèle strasbourgeois avec 4 ou 5 de mes collègues. Merci à tous. Merci pour vos remarques pertinentes. Juste un mot sur la sélection des candidats. On ne peut pas refaire le monde comme ça, c'est du jour au lendemain. Je veux dire, quand vous avez un gamin de 16 ans ou 17 ans qui est avec une mère seule, 2 frères et sœurs dans 45 mètres carrés en banlieue, qui ne peut pas travailler, et que vous avez l'autre qui est à Paris 16e dans un appartement de papa-maman de 200 mètres carrés avec sa chambre seule, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas la même chose. Donc ça, on ne peut pas le refaire du jour au lendemain. En revanche, ce que j'aurais souhaité, personnellement, c'est qu'on puisse sélectionner les candidats sur les notes de bac et non pas au bout de la première année, d'emblée sur les notes de bac. De pouvoir aider financièrement dès la première année celles et ceux qui en ont besoin. Donc voilà, ça, je suis convaincu que ça serait une amélioration de leur statut qui leur permettrait peut-être quand même d'intégrer des études de médecine. Guy, justement, pour compléter ce que tu dis, on ne peut pas mettre un système incitatif quand on a justement un jeune qui se trouve dans des environnements qui sont défavorisés, et je place Châtillon-sur-Seine, par exemple, ville de 4500 habitants, au fin fond de la Nord-Côte d'Or, comme une ville défavorisée sur le plan culturel. On ne peut pas mettre un système qui fasse en sorte qu'un gamin qui passe son bac, qui a un bac S, mention très bien, ça arrive de temps en temps, et qui veut faire médecine, eh ben, trouve un moyen particulier pour qu'on reconnaisse ce besoin, parce qu'on sait très bien qu'il a beaucoup plus de chances de revenir que le jeune Dijonnais qui, lui, va considérer qu'aller se mettre les pattes dans la boue, c'est pas tout à fait aussi sympa que le jeune Châtillonnais. Oui, mais tu sais, oui, bien sûr, mais le problème, c'est que, et je ne veux pas être méchant avec les enseignants, mais à l'époque, quand on était petit, toi et moi, qui allait voir, qui connaissait dans les villages? C'était l'instit et le curé. Et le meilleur exemple, c'est Pompidou, Georges Pompidou, né à Montboudif, un patelin paumé du centre de la France, qui se retrouve normalien et président de la République. Qui l'a poussé, il le disait, à la fois le curé et l'instit. C'est fini, il n'y a plus de curé et les enseignants ne font plus leur boulot sur ce plan-là. Et c'est très dommage, parce que c'est par eux que l'on peut sélectionner les candidats et les candidates qui apparaissent les mieux formatés, je dirais naturellement, à ce métier difficile. Hein. Voilà. Parce qu'il faut relancer l'ascenseur social là-dessus. Oui. C'est pas normal que ce soit simplement une médecine de. Je suis vraiment pas de gauche, mais alors là. Oui, c'est une médecine de riche. D'élite, quoi. Bah oui, médecine de riche. C'est pas normal. Oui. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent remplacer le curé et l'instit? Ah, c'est pas pareil. Pas personnellement, mais pourquoi pas? Je me méfie. Oui. Oui, je pense pas. Il faut vraiment être dans la connaissance, je dirais, socio-culturelle profonde du candidat ou de la candidate pour le pousser. Il y a les maires. Hein? Les maires, M-A-I-R-E-S. oui. M-A-I-R-E-S, oui. Oui. Qui étaient longtemps hors de la santé et qui maintenant s'en préoccupent un peu plus. Oui, il faudra leur parler de ça, tout à fait. Oui, non, mais c'est vrai. C'est que il n'y a plus d'offres en santé, donc ça pose un problème à tous les citoyens. Jean-Paul Ortiz, question suivante. Oui, merci. Alors, merci Guy pour ce rapport que je trouve extrêmement intéressant. Une remarque et 2 questions. La remarque par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant sur la sélection au niveau du bac. C'est ce qui se fait en Espagne, que je connais bien par proximité, et ça permet sur les notes du bac de classer tous les terminales, entre guillemets, en fonction de leur choix et de leur orientation sur les grandes matières. Et ça change considérablement les choses, parce que
l'étudiant qui rentre en première année dans la faculté de médecine ou autre, les enseignants de la faculté de médecine vont tout faire pour en faire un bon médecin. Et on ne sera plus dans cette logique qu'on a en France, qui est une logique sélective, élitiste. On sera au contraire dans une logique d'accompagnement et de bonne formation des étudiants. Je trouve que ça, c'est une excellente idée. Alors, ça nous obligerait à casser le mythe napoléonien du baccalauréat premier titre universitaire, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait revenir. Alors, les questions, les deux questions. La première, tu l'as dit fort justement à plusieurs reprises dans ton exposé, la faculté de médecine devrait être, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, une école professionnelle. Ça passe forcément par une découverte du métier sous toutes ses formes et dans tous les lieux. Ça veut dire que les lieux de stage en particulier doivent être extrêmement diversifiés et doivent permettre à l'étudiant en médecine d'aller partout. D'abord, pas qu'à l'hôpital public, aussi en hospitalisation privée, mais pas qu'en hospitalisation, en ville, dans les cabinets de médecine générale, dans les cabinets de médecine spécialisée, dans les MSP, dans les administrations sanitaires, etc., etc. Ça, je crois que c'est fondamental et c'est ce qu'on fait dans les écoles d'ingénieurs et ce qu'on devrait faire dans les études de médecine, diversification des terrains de stage, quel que soit le statut et quel que soit le métier. Là, alors, je voudrais que tu reviennes là-dessus. La deuxième question que j'aurais te poser, moi, quand j'ai lu ton rapport, à la fin, je me suis dit, mais finalement, il m'étonne, Guy, parce que d'habitude, il est plus disruptif que ça. Il va souvent plus loin que ça quand il nous présente ses travaux. Pourquoi est-ce qu'on ne remet pas en cause les ordonnances de Bray? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la formation, on devrait la répartir sur l'ensemble des corps professionnels de santé, mais au-delà de ça, on voit aujourd'hui que la recherche clinique doit et devrait se développer encore plus en ville. Donc on voit bien que le soin, la formation et la recherche sont finalement des temps, des missions et des métiers que chacun pourrait ou devrait pouvoir faire à des degrés différents en fonction de l'endroit où il exerce et du temps dans son déroulé de carrière. Est-ce que ça ne serait pas une façon de redynamiser de façon extraordinaire l'ensemble des secteurs à la fois de formation et de recherche au-delà du soin avec la satisfaction de l'ensemble des professionnels? Alors, cher Jean-Paul, merci de tes réflexions que je partage complètement, mais je n'étais pas seul hein, dans cette commission, si tu veux. Je l'ai suscité, j'ai écrit le rapport, mais nous étions une dizaine, 11 exactement. Alors, sur les stages, bien évidemment, la diversification, mais on se heurte à quoi? Ben, au fait que les CHU ne veulent pas perdre leurs petites mains. Voilà, c'est tout. Mais c'est très Oui, simple. ben Hein? oui. Ah oui, externe et interne, ce sont des petites mains mal payées et qui font le boulot. Et quand on a moins, ben, comment fais-tu? Et c'est toute la question qui n'est pas résolue. Et moi, je souhaite bien évidemment que il y ait, mais je pense qu'il faut obliger à ce qu'il y ait un stage en clinique, un stage en MSP. C'est la moindre des choses. Alors, pas en cabinet isolé, bien sûr, parce que là, c'est fini. Le cabinet isolé est mort. Mais en MSP, minimum, bien évidemment. Mais voilà, ça fait une année qui n'est plus réservée au CHU. Et même un stage en CH, hein, en hôpital général, serait utile. Ouais, tout à fait. J'abonde dans ton sens. On va pousser. On a un peu l'impression que les étudiants en médecine sont utilisés comme des supplétifs au système Oui, pour boucher des trous et oui, continuer à faire perdurer un système qui est un système oui. Ben, il faudra, très alors, classique. bien sûr, alors j'en ai pas parlé là parce que l'urgence des PADU n'était pas dans le cadre du rapport, mais là encore, faisons venir des médecins étrangers, il n'y a aucun problème, à condition qu'ils soient validés par des examens bien ficelés. Les ordonnances de Bray, Oui, oui, même chose, je te suis complètement, Jean-Paul, on est en phase.
Alors, question suivante, François Denis. Oui, bonjour. Merci de votre présentation, Monsieur Valencien. Moi, je suis médecin de formation et je suis directeur médical dans la filiale d'une biotech internationale. J'avais deux petites questions. Comment vous considérez la dimension internationale dans cette réforme? Parce que vous parliez de PASS, de LAS, et c'est vrai qu'il y a des étudiants qui sont en échec à la fin de cette première année, qui partent en Espagne, au Portugal. Souvent, ils transforment un échec en opportunité de découverte d'une autre formation, d'apprendre une autre langue et d'avoir de multiples opportunités après, ce qui est pas mal. Donc, comment vous considérez la dimension peut-être internationale dans ce cursus? Et deuxième petite question, à titre plus personnel, ma fille était en PASS l'an dernier à l'UPC. Elle a réussi après une année très stressante qui s'est terminée à l'oral, qui est un oral, elle, qui lui a été bénéfique, mais qui est très injuste, heureusement qu'il va changer. Pour certains étudiants qui ont une vocation, par exemple, qui étaient en passe, pas loin d'être reçus à l'écrit, et qui finalement, à l'oral, ont reculé, parce que c'était pondéré à 50% de la note, sur des choses qui avaient pas forcément grand-chose à voir avec les matières de l'écrit, et aussi, à 18 ans, on m'aurait fait passer un oral comme ça à la fin de la P1, ça aurait été sans doute compliqué. Et après, on se prive du redoublement dans la même année, on va se retrouver dans une LAS où on va plus faire de matière vraiment de passe. Donc cette réforme en fait que vous proposez, comme elle est en deuxième année maintenant, elle va être applicable à partir de quand? Comment ça va l'impacter si elle est en deuxième année maintenant dans son cursus? Haha, bonne question. Je n'ai pas de réponse claire là, honnêtement. Très bonne question. Je ne sais pas. Elle est en deuxième année. Deuxième année, oui, elle vient de commencer sa deuxième année, ouais, en septembre. Alors, quand on met, oui, alors, admettons que l'on mette demain, ce qui ne sera, ce que j'espère, mais je n'en suis pas sûr. Donc, elle aurait sa troisième année de licence. Elle serait en troisième année de licence. Voilà. Elle continuerait de licence, puis ensuite master 2 ans et doctorat 4 ans. D'accord. Voilà, voilà. Mais là, je reconnais aussi, par exemple, qu'il est dommage qu'il n'y ait pas de stage dans l'industrie. Bien Oui, évidemment, pour connaître le monde de l'industrie. Ce qui me frappe, c'est cette espèce de dichotomie insupportable de l'esprit français où il y a le public et le privé qui se détestent, l'un considérant que l'autre ne fait que s'enrichir et le deuxième pensant que le premier est incapable de gérer le pays. C'est lamentable. Enfin, je le dis, moi, aux directeurs d'hôpitaux qui me disent « Ah là là, il y a trop d'industrie dans telle ou telle chose ». Je dis « Attendez, un hôpital sans médicaments, sans matériel, c'est quoi? C'est rien. » Donc arrêtons cette espèce de fracture qui perdure et parfois qui s'aggrave entre deux mondes qui devraient se serrer la main en permanence. Voilà. Et sur la dimension internationale? Alors oui, je ne sais pas, j'avoue personnellement que j'ai jamais été tenté, moi, de passer une année ailleurs et pour revenir en France. D'abord, il faut se loger. Enfin, c'est pas si simple. Hein. Alors, on a Erasmus qui existe, mais dans des études qui sont très spécifiques de pays à pays, pourquoi pas? Parce que ça permettrait peut-être d'aller à une dimension plus européenne. Demain, peut-être qu'on devrait se retrouver tous à avoir la même formation en Europe. Hein. Ça serait quand même un sacré pas en avant. On espère avoir une défense commune, on pourrait avoir un enseignement supérieur commun en matière de santé. Ça serait une belle progression et qui nous permettrait plus facilement d'aller dans un autre pays pour continuer son cursus pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, voire d'y rester. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je prends, j'achète. Merci. Alors, question suivante. Puisqu'on parlait d'hôpital privé, Sophie Beaupère. Oui, oui, c'est vrai, la transition était
était effectivement là, puisque je suis Sophie Beaupère, je représente les centres de lutte contre le cancer, établissement privé à but non lucratif spécialisé en cancérologie. Je voulais remercier Guy et tous ceux qui ont travaillé sur le rapport, que moi je trouve limpide et intéressant. J'appelle de mes voeux qu'il puisse, qu'il puisse être appliqué rapidement. Et aussi, je voulais souligner ce que a dit Jean-Paul Ortiz, évidemment, la diversification des lieux de stage. Ça, c'est une conviction. Alors, en plus, on développe, par exemple, la recherche décentralisée, ce qui va être un vrai progrès, notamment en cancéro, de pouvoir faire de plus en plus de recherches, et notamment avec le domicile des patients, et de pouvoir donc développer cette recherche, ça paraît d'autant plus important. Ma question, elle portait sur ce qui figurait, je crois, à la fin du diaporama, sur comment rendre plus attractives les carrières de professeurs des universités. Parce que si on met en place une réforme de ce type, il faut effectivement pouvoir avoir en face des professeurs. Et on sait qu'aujourd'hui, il reste quand même des problématiques d'attractivité des carrières universitaires, y compris d'ailleurs dans les domaines de la cancérologie aujourd'hui. Eh oui, je suis bien conscient de cela, on le voit. Je ne sais pas comment remédier à cette désertification de la carrière hospitalo-universitaire. Bon, bien sûr, il y a la dégradation de l'état de l'hôpital et de l'atmosphère, disons, de l'atmosphère qui ambiante, qui est vraiment malsaine, quoi. Et le fait que, globalement, on gagne mieux sa vie ailleurs aussi, que être prof d'université, voilà, même si certains peuvent avoir une clientèle privée, je ne sais pas quoi te dire, comment revenir et faire revenir les étudiants vers ce métier d'enseignement, de chercheur. Je pense d'abord que quand même on ne peut plus assurer les trois missions de la réforme de Bray, de la clinique, de la recherche et de l'enseignement à la fois. C'est devenu beaucoup trop compliqué. On peut en assurer deux, clinique et recherche, clinique et enseignement, recherche et enseignement et vice-versa. Et on peut éventuellement passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire faire 5 années de clinique recherche, puis ensuite s'orienter plus vers l'enseignement, mais ce n'est pas le cas. Donc là, on est un peu paumé et je pense que je comprends les étudiants qui se disent à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est que ce foutoir. Je ne m'y retrouve pas. Donc voilà, je suis comme toi avec un point d'interrogation sur ce sujet. Merci. Mais pardon, mais je pense, dernier point, il est très très important effectivement que les ESPIC participent, ils le font du reste, hein, ils le font, participent à la formation des futurs médecins. En cancéro, franchement, ce serait manquer Ben oui, de talent que d'ignorer complètement les centres de lutte contre le cancer. tu n'as pas Franchement, de difficulté de recrutement, toi, Sophie? De difficultés de recrutement de médecins. Oui, On a un problème de fidélisation car nous ne faisons pas d'activité libérale dans les centres de oui, lutte contre le cancer. d'accord, Recruter non, conserver dans certaines spécialités les médecins est aujourd'hui très compliqué. d'accord. Ah oui, ah oui, ouais, intéressant. Alors, Laurent Merci. Verzeau. Merci beaucoup. J'allume ma caméra. Merci beaucoup. Donc, Laurent Verzeau, je suis radiologue et je suis fondateur du réseau VIDI, qui est un réseau de centres de radiologie. Je voudrais revenir sur l'ascenseur social et la réactivation de l'ascenseur social qui passe effectivement par les maires qui doivent s'impliquer et vous rapporter une anecdote havraise, enfin qui n'est pas une anecdote, une démarche havraise. 1995, Antoine Ruffnac est élu à la mairie du Havre et on fait le constat que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que les élèves de terminale au Havre, le pourcentage d'élèves au terminal au Havre ne font pas médecine pour diverses raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas d'université de médecine, l'université est à Caen ou à Rouen. Et aussi les enseignants leur disent régulièrement, de toute façon, tu es trop pauvre pour aller faire tes études à Rouen, tes parents n'ont pas les moyens. Et donc, on fait ce constat en 1995 et
je réussis à vendre avec quand même quelques difficultés l'idée à Antoine Ruffnac de créer une bourse de l'étudiant havrais et de créer à Rouen une maison havraise, une maison rouennaise de l'étudiant havrais, de façon à ce qu'il y ait une cohésion. Ça a pris un peu de temps, mais ça a bien fonctionné. On a commencé à sélectionner des élèves qui étaient intéressés. On les a accompagnés avec des bourses. On a d'abord sélectionné des mentions bien, mais qui ont échoué. Quand on a compris qu'il fallait sélectionner que des mentions très bien, ils ont réussi. Et donc, on les a accompagnés. Ensuite, on les a aidés aussi pour avoir les cours complémentaires aux études de la première année. Et ça a bien fonctionné. Et ces élèves sont effectivement revenus après au Havre. Et au bout d'un certain nombre d'années, ça s'est terminé par la création d'une PACES au Havre. Et maintenant, dans cette même démarche, on va vers une diversitarisation du centre hospitalier du Havre. Donc, il y a moyen de le faire. Ça prend beaucoup de temps. Et on est parti de 1995. Et on est maintenant, et ça fonctionne bien. Et donc, cet ascenseur social, effectivement, il passe par l'engagement des maires. Oui, vous avez tout à fait raison et c'est très, très beau ce que vous avez fait avec Antoine Ruffnac, que j'ai bien connu. Oui, bravo, bravo pour le Havre, ça, ça me va. Il avait fait la même chose pour les chirurgiens dentistes aussi, Ah avec oui, création de fauteuils, et ça a vraiment redynamisé. C'est pas parfait, mais mais ça a oui, mais c'est répondu à mieux. cette difficulté. Mais oui, et je pense en plus que je crois que, compte tenu du vieillissement de la population, nous allons avoir de plus en plus d'aînés qui vont se retrouver dans des maisons, comme on dit, la maison des sages, non pas des EHPAD à 60 ou 100 personnes, mais à 10 ou 15 personnes, avec des chambres en plus pour les étudiants en médecine qui Exactement. auront l'obligation, simplement, les chambres seront gratuites et l'obligation sera simplement d'aller saluer leur aîné, prendre un café chaque jour pour être en contact. Et c'est un très bon moyen de lier les générations et de faciliter le fait que les étudiants puissent être logés gratuitement dans des villes universitaires où il y aurait ces maisons des sages qui vont se multiplier compte tenu du fait que nous aurons 30% de la population qui aura plus de 60 ans dans les années qui viennent. Absolument. En tout cas, merci de faire bouger les lignes une fois de plus. Ben non, vous aussi, bravo, hein, c'est très intéressant de voir ce que vous racontez. C'est toujours ce qui est passionnant avec Guy, c'est qu'il fait bouger les lignes. Il a le courage de le faire. Voilà. Tiens, je dis ça en passant, c'est pas pour te faire plaisir, c'est parce que c'est vrai. Merci. Alors, question suivante de Patrick Fan. Oui, bonjour, merci Monsieur Valencien de ce rapport effectivement qui bouscule les codes et novateur. Je suis chirurgien dentiste libéral et passionné par ces questions. Avec l'Institut Chiffres et Citoyenneté, l'année dernière en avril, nous avions publié une vingtaine de mesures pour apporter quelques éclairages différents sur le problème des déserts médicaux. Mais ce que vous avez souligné m'intéresse particulièrement, mais j'aimerais revenir sur 2 points. Vous avez mentionné notamment que vous souhaitiez augmenter l'implication des infirmiers. Alors j'imagine que vous voulez parler des infirmiers, entre guillemets, des IPA peut-être, ou les infirmiers, je dirais, de formation classique, mais également les assistants médicaux, les kinés. Et donc je voulais savoir concrètement comment vous aviez anticipé d'élargir leur champ de compétences et de responsabilités. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, vous y avez un petit peu répondu, ça concerne les PADU et leur situation absolument déplorable. Et effectivement, vous aviez mentionné qu'il serait tout à fait nécessaire d'avoir un examen bien ficelé, comme vous l'avez dit. Pensez-vous que dans un futur proche, on puisse enfin harmoniser cet examen et leur permettre un accès à nos hôpitaux qu'ils soutiennent, je dirais, pour certains, à bout de bras? Alors, je vais revenir. Merci pour vos questions. Je vais revenir sur les PADU. Je ne sais pas quoi décider. Je n'ai pas de moyens de décision, mais simplement il faut effectivement que l'on ait un examen national et non plus régional cette fois, et qui puisse leur permettre d'intégrer
ou non, hein, une carrière en France, quoi. Voilà. Alors c'est un examen qui doit être très pragmatique, hein. Ce sont tous des professionnels qui exercent. Peut-être qu'il faudrait un chirurgien, il faudra le voir opérer, hein. C'est pas difficile, hein. Moi, j'ai des chirurgiens qui sont venus me voir opérer. J'ai été contrôlé une fois par le ORTC. Ils sont rentrés en salle d'op quand même pour voir. Ben, c'est la moindre des choses. Donc voilà, des choses très concrètes. On ne va pas leur demander de revenir sur les études, mais savoir dans chaque spécialité où ils en sont. Et sur la première question, les infirmiers, oui, je pense qu'il faut améliorer le champ de compétences, d'où la nécessité de les intégrer dans la licence, puisqu'il y a une licence infirmière avec des matières communes où les infirmiers seront au contact des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes. C'est là des kinés. C'est là où tout le monde va se retrouver quand même dans les cours, dans les TP. Et c'est un moyen fantastique de partager les professions, d'avoir un partage des professions dans une formation théorique et un peu pratique commune, hein. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je souhaite ardemment que les infirmiers augmentent leurs prérogatives, leur champ d'action en termes d'indication et de poser des diagnostics et d'indications thérapeutiques, comme cela se fait dans les pays anglo-saxons depuis belle lurette. Je répète, le médecin généraliste restant le maître d'œuvre de l'équipe qui gère le tout. Donc le médecin généraliste va se déporter, il s'occupera des cas complexes et de l'organisation des soins. C'est un autre métier que sera le médecin généraliste demain. Il faut arrêter de le penser comme celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question avant de repasser la parole à Cyril Blondet. J'avais une question de Loïc. C'est lui qui doit nous prévenir. Nous avons une interférence sur la ligne. Loïc Jamoto, tu as posé 2 questions et je pense que ce serait pas mal que tu les reposes. Tu les as posées dans le chat. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Valencien. Et, je trouve votre démarche très pertinente. Et maintenant, quelles sont les étapes après l'apparition de votre rapport? Parce qu'on voit souvent les rapports qui finissent dans un tiroir et puis après, on les ressort 3 ou 4 ans après. Mais votre démarche est très pertinente et tout. Mais quelles sont les prochaines étapes pour que ça avance concrètement? Vous savez, tout dépendra du nombre de ministres qu'on va épuiser déjà, oui, parce qu'à la vitesse où ça va, voilà, je ne suis pas sûr le rapport va se balader de bureau en bureau, comme on le sait, le 312, le 315, le 318. Ouais. C'est ça le danger. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça fait des années que je me bats pour pousser tout cela, et vous voyez bien que ça n'avance pas. Donc, on va pousser, on va crier plus fort. Il y a un moment, dans ce pays, tant que vous n'allez pas déposer du purin devant la grille de la préfecture, vous n'êtes pas entendu. Vous avez les rapports de la Cour des comptes, vous avez les rapports d'un tas d'organismes tout à fait sérieux. Tout le monde dit c'est très bien, et hop, ça passe. Donc il faut être violent. Il faut vraiment prendre ces pavés et aller casser des vitres à la préfecture. C'est comme ça, ou au ministère. Il n'y a que ça qui marche, malheureusement. Malheureusement. Et ma deuxième question, c'est en fin de compte sur les maires. C'est très prégnant. Mais vous savez que les maires, ils sont très pris par leur activité quotidienne. Et quelle formation vous préconisez pour ces maires? Ou est-ce que, avec le développement des maisons France Service, n'y aurait-il pas des collaborateurs formés exprès pour pouvoir répondre aux citoyens, quoi, sur la démarche et même avec les futurs médecins? C'est ça, une piste intéressante. Je vous suis, mais si on dit au maire, occupe-toi des petits que tu as dans ta commune et tu les garderas entre le premier, ils reviendront bosser là, je peux vous dire que les maires vont y aller. Hein. Et à toute vitesse. Oui, mais ils n'ont pas tous la même formation. C'est ça que dans les petites communes, c'est difficile, quoi.
Il faudrait Oui, peut-être un petit peu moins de petites communes. mais je peux vous dire que le maire agriculteur d'une petite commune Oui. de 200 habitants où il y a le gamin ou la gamine qui est Ah vraiment oui. une lumière, il le repère tout de suite. Mm. Il le repère lui-même. Hein. Ok. Merci, Monsieur Valencien. Je vous en prie. C'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles les équipes municipales sont très, très centrées. Le fait d'avoir, d'ailleurs, quand on retire une école dans un village, c'est un drame parce que on a l'impression de perdre une partie du savoir. Et à chaque fois, ce sont des complications et qui dépassent le côté purement rationnel de la chose. C'est pas comme on va réorganiser le circuit des bus pour ramasser les enfants. C'est on ferme une école. On ferme une école. Et fermer une école, il y a un geste symbolique dans la fermeture de l'école qui est, moi je le vois bien dans ma commune, ça fait partie des choses qui font partie des grands traumas sociologiques. C'est pas comme un commerce qui ferme, ça n'a rien à voir, c'est une école. Et ça, les Français y sont très attachés. Il y a une question qui est apparue, mais trop rapide. Elle pourrait être mise? Oui. Lydie, je crois, non? Lydia, non? Il y a une question qui est apparue écrite et une question écrite très vite. Bon. Alors, il y a Lydia qui avait demandé où est-ce qu'on pouvait se procurer ton rapport. Le rapport, il va être mis, logiquement, il va être mis en ligne à l'Académie de médecine. Donc, il devrait être dispo. Sinon, je peux l'envoyer. Il me suffit de m'envoyer à guy@valencien.fr. C'est pas difficile. Je répète, guy@valencien avec VA2LAN. 2A et 2N. Et 2A et 2L. guy@valencien.fr et puis je pourrais vous envoyer. Non, mais Germain l'a mis en ligne, Monsieur Valencien. Ah bon, alors c'est fait. Génial. Merci. Cyril Blondet, vous avez une question supplémentaire. Merci de me redonner la parole. Je vous promets, ce sera extrêmement bref. C'est juste pour rebondir le plus positivement, j'espère, vis-à-vis du fait de faire bouger les lignes. Ça reprend les remarques qui ont été dites au sujet de l'attractivité hospitalo-universitaire. Cela fait à peu près 50 ans qu'on nous dit de toute façon que l'ensemble du statut hospitalo-universitaire est absolument non modifiable. Et puis, vous le savez, depuis septembre 2024, la symbolique a pu être bouleversée avec l'apparition d'une cotisation retraite Ircantec sur notre rémunération hospitalière. Elle est parfaitement critiquable quantitativement, elle a fait baisser la rémunération à la fin. Oui, mais on a réussi à contredire des réponses tout à fait officielles et d'ordre législatif qui avaient été données itérativement. Je pense, Monsieur Valencien, que vous en aviez eu connaissance régulièrement de la part en particulier du Sénat, comme quoi c'était absolument inconcevable juridiquement en raison de toutes les mauvaises raisons, double statut, etc., etc. Donc, il y a systématiquement dans l'histoire de ce pays des fenêtres temporelles en rapport avec tel ou tel coévénement pour lesquels véritablement il faut agir. Là, qu'est-ce que ça a été? La crise sanitaire. Et donc, ce qu'on a appelé bon an mal an le Ségur-HU, donc j'ai pu participer à la quasi-totalité des réunions du groupe de travail ministériel. On inaugurait la visioconférence à cette occasion-là pour tenter effectivement au minimum de montrer que impossible, pas français, et effectivement réussir à faire bouger les lignes. Le statut du chef de clinique, l'harmonisation des statuts au niveau des professionnels de santé impliqués dans la démarche de formation et de recherche. Je vais être caricatural. Je suis un jeune praticien. Je veux faire de l'enseignement, de la recherche et soigner mes patients. C'est quoi le statut le plus enviable? Actuellement, et ce n'est pas forcément facile à dire parce qu'il est là aussi tout à fait améliorable. Je pense très sincèrement que c'est praticien hospitalier, dans la mesure où les trois valences sont possibles. Et en plus, avec ce que vous disiez, Monsieur Valencien, le fait de pouvoir choisir une période temporelle dédiée à telle ou telle activité et pouvoir effectivement moduler la chose. Le statut hospitalier universitaire est extrêmement contraint, dans le cadre d'une sacro-sainte unité de la fonction HU, qui est très intéressante. Je suis ravi de ma fonction de MCUPH, surtout ne vous méprenez pas à ce niveau. Mais attirer les jeunes talents, c'est aussi prendre compte des évolutions sociétales,
on l'a dit, 2,5 praticiens pour un médecin généraliste à l'ancienne mode, eh ben, il faut aussi voir aussi ce genre de choses au niveau de la fonction HU. Et je me permets de dire, vous pouvez compter sur mon action syndicale à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Oui, mais non, mais je vous suis beaucoup. En revanche, non, sur le dernier point, je pense vraiment qu'on n'aura pas besoin de 2,5 médecins pour remplacer celles et ceux d'aujourd'hui. Ce sont les infirmiers, je le répète. On peut mettre dans les 5 ans qui viennent 50 000 IPA dans ce pays. Et voilà, et le tour est joué. Il n'y a plus un village qui va se plaindre. Mais non. Non, on voit bien que l'arrêté de la loi RIST 2 risque d'être totalement édulcoré par des corporatismes indus qui m'insupportent, quoi. Je veux dire, il faudra faire quelque chose. Un raccourci de fin de propos qui se voulait un peu caricatural, j'en ai conscience. Votre analyse démographique est beaucoup plus exacte que la mienne à ce sujet, bien entendu, et j'y souscris complètement. On est en phase. Guy, j'ai une question à te poser, parce que quand on est médecin, on n'est pas des technos. On est intégré dans une société, dans un système culturel particulier, dans une tradition qui est une tradition centrée sur la science. Au passage, je voudrais signaler que Agnès Buzyn vient de créer Évidence, qui est son think tank pour lutter contre la déscientisation et le complotisme anti-science. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut soutenir et encourager, parce que avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique en particulier, on n'a pas fini de voir disparaître des pans entiers de publications et de lignes de recherche. Mais donc, pour revenir à cette position du médecin au sein de la société, s'il est coach d'une certaine manière, si c'est un coach, un coordinateur dans sa propre activité professionnelle, il a aussi un environnement auquel il doit s'intéresser. Et je suis frappé d'une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on parle d'IA, on a très peu de médecins qui parlent d'IA. Hier, j'étais dans une réunion d'un incubateur et on avait justement une entreprise qui voulait être incubée dans celui-ci et elle faisait de l'IA générative. Et les deux personnes qui ont pu prendre la parole sur le sujet, ce sont deux professeurs de mathématiques. C'est-à-dire qu'on était largement majoritaire en tant que médecin autour de la table, et pourtant ce sont deux ingénieurs, deux mathématiciens qui ont pu prendre la parole. Il en est de même sur tout ce qui va concerner d'autres techniques qui vont arriver dans pas longtemps, mais où on n'aura plus besoin de cette structuration avec des métiers qui vont être obligés soit de faire chrysalide, on va dire de changer de peau complètement. Je pense aux radiologues, aux anapathes et tout ça. Et puis, on va avoir donc besoin de se doter de ces savoirs qui sont des savoirs nouveaux, qui vont nous permettre de faire mieux encore le métier et surtout d'apporter un service à la population, parce que c'est ça qui compte. C'est la population qui compte. C'est pas le. Enfin, je trouve que c'est très bien de s'intéresser à notre propre statut et à l'évolution de nos carrières, mais au bout du compte, on a 67 millions de personnes en responsabilité. Et il va falloir peut-être que de ce statut extrêmement, ou de cette vision extrêmement rigide, centrée sur la technique, on puisse avoir une formation qui est une formation beaucoup plus large. Est-ce que vous l'avez abordé, vous, dans le rapport de l'Académie de médecine ? Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec toi. Notamment sur l'IA, j'y insiste, hein, il faut quand même avoir des connaissances plus importantes sur ce que c'est, comment ça fonctionne, ne serait-ce qu'en termes de cybersécurité, hein, et savoir se protéger, parce que ça va être de pire en pire, hein, de pire en pire. Hein. Et donc, tout à fait d'accord. Voilà, moi, je te rejoins là-dessus. Il faut insister sur ces formules nouvelles. Le juridique aussi, on n'en fait pas assez.
on va être de plus en plus contraint, malheureusement. Quant à la recherche, le problème, c'est que on est dans une bureaucratisation insensée quand on regarde ce qui se passe au CNRS. Hein. C'est devenu une machine à perdre. Une machine à perdre. Les chercheurs eux-mêmes ne s'y retrouvent plus. Tant ils sont empoisonnés par des règlements, des arrêtés, des décrets, des trucs impossibles. Libérons les énergies, libérons, voilà, les énergies, et Dieu nous le rendra parce que je pense qu'il y aura peut-être des bêtises, mais globalement, on y gagnera. Alors, qu'est-ce qui est une question supplémentaire? En attendant, je vais interpeller quelqu'un parce que c'est un de tes collègues, c'est Gérard Dubois, et je voulais savoir comment l'Académie a perçu ce rapport, je dirais, de la perception que tu en as, Gérard, par rapport à tout ça. Alors, je vais botter en touche parce que j'ai été occupé par un autre rapport, j'ai lu celui de Valencien, je soutiens complètement, je l'ai voté, mais je ne suis pas un interlocuteur très pertinent sur le sujet. Merci Gérard pour ta simplicité, mais tu as raison, mais bien sûr, on te comprend. Il y a une autre personne que je vais interpeller, pas de bol, Isabeau. C'est une de mes nièces et, qui fait ses études de médecine. Et Isabeau, quelles sont les questions que tu voudrais poser à Guy par rapport justement à cette évolution? Quels sont les points particuliers qui t'intéressent ou ceux qui te font éventuellement un peu peur ou qui suscitent un certain nombre d'interrogations ou autre chose? Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Isabeau. Du coup, moi je suis interne actuellement en 2e semestre et une des questions principales qui se posent, c'est quelles sont les clés que vous pourriez donner à des jeunes comme nous qui vont s'installer, qui vont devoir faire des choix de carrière en fait très rapidement maintenant et avoir un peu les clés pour justement faire partie de ce tournant de la médecine et du monde médical actuel avec une échéance du coup très rapide. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Tu me poses une question terrible là. Je ne sais pas quoi te répondre si ce n'est de croire en toi, premièrement. Hein, ça, c'est la clé. Hein, et de continuer à bosser comme tu le fais. Il n'y a que ça. Pour l'instant, je sais que les syndicats d'internes ont très bien reçu le rapport, de ce que je crois comprendre. Si ce n'avait pas été le cas, il y aurait déjà eu des levées de boucliers. Or, ce n'est pas le cas. Et tant mieux. On a beaucoup travaillé et j'ai énormément de plaisir à travailler avec les syndicats d'internes. Donc voilà ce que je peux te dire. Je ne peux pas aller plus loin, tu vois. Je suis comme toi, je me dis, si j'avais ton âge, ben, je foncerais, tout simplement. Je foncerais directement. Alors tu sais à peu près, tu as une idée de ce que tu voudrais faire comme spécialité? Oui, du coup, moi je suis en pédiatrie. Eh bien, tu veux, ben, c'est bien, mais parfait. Il y aura besoin de pédiatre. Je ne dis pas de plus en plus, puisqu'il y aura de moins en moins d'enfants, mais on a besoin de pédiatres. Ce qui va se passer, on va avoir en médecine, en gros, des médecins généralistes, maîtres d'œuvre de la totalité de l'équipe, et des spécialistes qui vont devenir des hyper spécialistes totalement branchés, le chirurgien du pouce droit n'étant pas le même que celui du pouce gauche. C'est ce qui va se dessiner. Et il faut le prendre comme ça parce on va être entouré de technologies de plus en plus complexes qui demanderont un savoir très particulier et qui vont réduire le champ d'action de chacun. Donc l'important sera de se retrouver autour du généraliste qui coordonnera l'équipe de soins et avec les infirmiers en première ligne. J'ai vu là tout d'un coup quelqu'un qui m'a parlé d'IPA dans la prévention, bien évidemment. C'est un rôle majeur des infirmières en pratique avancée d'aller à la prévention et à la réduction des pathologies. Alors, Benoît, question. En écoutant les réactions et bien sûr ce que tu dis, Guy, il y a aussi une question que je me pose, c'est bien sûr le rapport portait sur la formation initiale, donc c'est son objet principal, mais est-ce qu'il ne faut pas, et en réponse notamment à une jeune qui est, est-ce qu'il faut leur dire
vous rentrez à 31, 32, 33, 34 ans dans une profession et vous n'en changerez pas pendant les 30 ans, voire 35 ans, puisque les médecins aujourd'hui vont faire comme tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui nous succéderont travailleront jusqu'à quasiment 70 ans, ce qu'ont fait déjà les uns et les autres. Mais donc, est-ce qu'il ne faut pas prévoir des passerelles beaucoup plus alors, bien sûr, entre certaines professions et le médecin. Moi, je me suis interrogé plusieurs fois lors de ma carrière, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais par ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas aussi prévoir, et c'est vrai que parmi les médecins qu'on connaît et qui ont un passé assez riche et une expérience riche, il y a ceux qui ont totalement changé, soit de spécialité, soit éventuellement de passer de toi-même, tu as été toute ta vie spécialiste, et en même temps, à partir d'un certain moment, tu as été toi-même j'allais dire, un médecin de santé publique et d'institution. Donc, et est-ce qu'on ne peut pas non plus comment dire, prévoir que il y a certaines professions, et tu en as souvent parlé, qui vont disparaître du fait de l'évolution. Et cela, est-ce qu'il ne faut pas le prendre en compte dans l'évolution, justement, et dans les données de la réforme de la formation? Ah, bien sûr, on voit bien, enfin, et ce n'est pour fâcher personne, mais biologistes, anapathes, radiologues vont subir des transformations absolument magistrales avec l'IA là, qui va les bousculer d'une façon incroyable. Donc il y en aura besoin de beaucoup moins, concentrés probablement sur des lieux d'expertise beaucoup plus réduits en nombre, pour analyser les cas litigieux simplement. Le reste, c'est l'IA qui tirera de plus en plus les choses. Hein. On a aujourd'hui des intelligences artificielles qui non seulement font le diagnostic des fractures invisibles à l'œil humain, et qui en plus rédigent le compte-rendu. Il n'y a plus qu'à signer. Voilà. Voilà où on en est, et ça ne fera qu'augmenter. Pareil en chirurgie ou la robotisation. Quand je parle de la robotisation, c'est la vraie robotisation, c'est-à-dire l'instrument opératoire qui va aller faire le geste intégralement, bien sûr programmé par le médecin et les ingénieurs qui vont travailler de plus en plus en collaboration dans les hôpitaux, mais c'est la machine qui fera le boulot. Donc on va vers une redistribution, une réorganisation magistrale qui va amener tu le dis, à repenser complètement la formation continue, complètement, hein, à l'aune de l'IA notamment, hein, et de la réorganisation interprofessionnelle. Jean-Paul, question suivante. Oui, merci. Alors, une question qui rejoint un petit peu celle de Benoît. On a actuellement un déroulé des études sur les études de spécialité qui, moi, m'effraie parce que autour de nous, alors je ne sais pas exactement ton déroulé d'études, Guy, mais notre génération, la plupart, on a vachement bifurqué pendant ce qu'on pensait faire en 6e année et puis ce que finalement on a fait pendant toute notre vie. Moi, je devais être médecin généraliste en milieu rural. Je suis mal tourné, je suis devenu néphrologue. Donc, on a tous des parcours comme ça. Mon épouse était partie pour être ophtalmo. Elle est devenue médecin nucléaire. Et ça, c'était possible à l'époque. Ce que je trouve effrayant aujourd'hui, c'est qu'on demande à un étudiant qui est en 6e année de médecine, qui a vu quelques 2 ou 3 ou 4 spécialités pendant ses stages, d'en choisir une. Alors qu'il y en a 42. Enfin, ça me semble complètement délirant. Ma question, c'est comment arriver à mettre de la souplesse dans ces bifurcations possibles, plus faciles. Tu as parlé de droit au remords. On sait tous que c'est vachement compliqué parce qu'il faut reprendre le classement que tu avais à l'époque, voir si tu pénalises pas quelqu'un. Enfin bon, c'est très, très compliqué. Donc, arriver à mettre de la souplesse dans ces études pour que les étudiants en 3e cycle puissent changer de spécialité. Et puis, éventuellement, après,
pendant la vie professionnelle, arriver à avoir des parcours de vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de recherche, soins et enseignement, et je partage complètement ce que tu as dit. Je pense que faire les 3 fonctions, c'est pas possible, mais pourquoi ne pas ouvrir les 3 fonctions à des degrés divers à tous ceux qui voudraient le faire? Certains ne voudront pas, mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui pourraient le faire. Donc, arriver à mettre de la souplesse là où actuellement tout est rigide. Et je crains que dans le rapport que vous avez fait, cette possibilité de changer de spécialité, vous ne soyez pas allé assez loin sur le 3e cycle. Oui, oui, je t'entends complètement, il faut bousculer beaucoup plus. On va tâcher de le faire de façon orale et lors des interviews possibles que l'on aura auprès des assemblées, de l'Assemblée, du Sénat et autres. On verra bien ce qui va se passer du gouvernement. Mais tu as entièrement raison. Je ne peux qu'abonder dans ton sens. Il faut avoir cette souplesse qui est difficile à acquérir en France. Tu connais le système, hein. Il y a une deuxième remarque que je voulais te faire. Tu as parlé de 12 000 étudiants pour la 2e année de médecine, enfin pour l'étude de médecine. Moi, je m'interroge parce que je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut renforcer, et je suis agacé par les corporatismes que je vois encore. Alors, tu vas me dire, ancien président de la CSMF, maintenant j'ai la parole libre, donc je peux me lâcher. Mais je vois certaines réactions que j'entends, y compris dans des organisations professionnelles, qui m'agacent, parce que je pense qu'effectivement, il faut renforcer le rôle des infirmières et ne pas hésiter à déléguer. Le maître mot, c'est la coordination et la transmission d'informations, c'est tout. Après, le reste, ça se construit, on le fait dans les établissements de soins, en clinique, etc. On travaille avec une équipe infirmière, on leur délègue énormément de choses et on leur fait confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver vers ça. Donc, ça va upgrader notre métier. Je pense qu'on aura besoin de finalement beaucoup moins de médecins que ce qu'on a aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, pour tout et n'importe quoi, on va voir le docteur. Bien sûr. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Bien sûr. Bien sûr. Une infirmière en première ligne pourrait tout à fait résoudre nombre de choses, et je ne parle même pas des IPA. Pour les IPA, pour un suivi continu de maladies chroniques, oui, bien sûr, mais même des infirmières en première ligne, en coordination avec le médecin qui éventuellement est là en recours dans des centres de médecine de première ligne, elles pourraient résoudre nombre de problèmes. Est-ce que vraiment on aura besoin d'autant de médecins que ça? Je ne sais pas, moi je m'interroge là-dessus. Il est possible, aujourd'hui on a une pénurie, on est d'accord, mais on a une pénurie aussi parce que c'est mal organisé et parce qu'il faudrait renverser la table. Moi je pense qu'aujourd'hui on a assez de médecins en France, mais ils ne font pas ceux pour le quoi on les a formés. Il faudrait upgrader leur positionnement dans la prise en charge de l'organisation des soins, et on en a assez. Il faudrait probablement plus d'infirmières et plus d'IPA, mais je pense qu'on a probablement assez de médecins. Donc 12 000 par an, je ne sais pas d'où est sorti ce chiffre, est-ce que c'est au doigt mouillé, est-ce que vous avez fait des projections, est-ce que vous avez imaginé des organisations, des métiers et des missions de chacun différentes en fonction de ça? J'aurais aimé t'entendre un peu là-dessus, sur cette appréciation quantitative. Écoute, on évalue à entre 55 000 et 60 000 le nombre de médecins généralistes plein temps, hein, j'entends, hein, plein temps. Voilà, donc c'est pour ça que c'est à peu près ce chiffre entre 10 et 12 000 étudiants à former. Mais je te rejoins, hein. On n'a pas besoin, je le répète, oui, je suis comme toi, de plus de médecins véritablement. Là, on est à 10% peut-être de supplément, compte tenu du vieillissement de la population qui va entraîner des consultations plus longues, hein, nettement plus longues, d'où aussi d'autres modes de financement que le paiement à l'acte, qui est quasiment pour moi mort en dehors des actes techniques purs. Un acte chirurgical, c'est un acte chirurgical. Bon, voilà. Mais le reste, je pense qu'il faudra une combinaison de paiement, je dirais, à la vacation, comme les ingénieurs conseillent, hein, la demi-journée, et plus une partie en capitation, enfin bref, un mix qui soit détaché du paiement à l'acte directement, de façon à ce que les médecins puissent avoir des consultations lentes et longues, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je te rejoins complètement dans ton analyse, hein. Je suis en phase avec toi sur cette évolution
indispensable des métiers. Et les infirmières, non pas forcément les IPA, mais les infirmières licenciées, bien évidemment, sont la clé pour être infirmier de première ligne, hein, demain. Et là, on peut les avoir très vite. Enfin, je veux dire, c'est là où je ne comprends pas les pouvoirs publics, je veux dire, de pousser en disant, allez, formons-en plus et on va vous mettre sur le terrain. C'est demain, c'est dans les 2-3 ans, quoi. On n'a pas à se dire qu'il faut attendre 10 ans, 9 ou 10 ans d'études pour avoir un petit docteur. Alors, dernière question, question courte, hein, si c'est possible. Cotet, je ne connais pas le prénom, je connais un Christian Cotet, mais je ne sais pas si... Vous m'entendez? Oui, c'est à vous. Oui, oui. Ah, disparu. Monsieur Cotet, allô, allô. Monsieur Cotet est à côté. Bon. Eh ben, voilà. Eh ben, on va faire un pas de côté. Il revient. Vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. Dites-nous qui vous êtes. Oui, moi, je suis qu'un patient de base de niveau gériatrique. Donc, juste une observation. Pour IPA, je suis tout à fait d'accord. Je vous donne un seul exemple. Est-ce normal qu'attendre 9 heures aux urgences quand vous êtes amené par les pompiers pour une chute dans la rue, qu'un médecin vous voit pour décider une radio? L'infirmière de coordination devrait, dès l'arrivée, direction des pompiers, emmener cette dame tout de suite en radio. Bon, bref. Et ça, c'est du quotidien, je peux vous le dire, et j'ai du vécu. Deuxièmement, moi, je suis effaré de voir que nos jeunes, actuellement, dans certains milieux, dès la première, commencent à bachoter. Or, la médecine, c'est quoi? C'est du vécu, c'est du sang, c'est des larmes. Or ça, ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu. Or, il y a bien les stages de troisième. S'ils ont eu la chance de passer par la case santé, ce qui est très, très rare et ce n'est pas évident. Il y a maintenant des stages en seconde. Ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas, il n'y a pas assez de recul. Mais je pense qu'on aura de meilleurs soignants. Alors, peu importe d'ailleurs, ce que je dis là, c'est aussi vrai pour pharmaciens, infirmières, médecins et ainsi de suite. Si, en fait, on avait des gens qui, dans leur cursus de découverte, passaient par du pratique. Par exemple, être secouriste, avoir un diplôme de secouriste, avoir touché aux réalités humaines, du sang, des larmes, et ainsi de suite. Et pas avoir des jeunes poussés par les parents qui disent « tu vas faire une profession qui va te permettre de faire du fric, alors je te vais te payer de la formation, et donc toutes tes vacances, là, dès la première, tu vas commencer à aller suivre des écoles de bachotage. » Ça pose un vrai problème philosophique déjà, mais le résultat, c'est que je le constate autour de moi, je ne suis pas sûr que ça va faire des bons soignants. Et après, vous découvrez autre chose, c'est que vous avez 40% d'infirmières qui, dès leur premier stage, commencent à abandonner. Et ça, c'est du gaspillage, aussi bien pour les jeunes, et ça peut être du gaspillage à vie, et d'où après d'ailleurs un certain nombre de taux de suicide, parce que les dures réalités n'ont pas été vues. On a magnifié un métier et on les a poussés via des études soi-disant théoriques. Bon, c'est mes réflexions de ce que je vois autour de moi, des jeunes que je vois qui se dirigent ou qui abandonnent leurs études de médecine au sens large. Hein. Voilà. Oui, mais je rejoins vos réflexions. Il faut développer ces stages dont vous parlez en seconde et en première, bien évidemment, beaucoup plus. Et quant aux infirmières qui quittent les IFSI, les écoles de formation, les instituts de formation en soins infirmiers, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, il faut réviser complètement ces IFSI qui sont d'abord beaucoup trop nombreux
Je pense que là aussi, il faut les universitariser, il faut les faire rentrer dans le système, mais tout en faisant que le système soit beaucoup plus souple qu'aujourd'hui. Et vous avez raison, il faut casser tous ces silos, une fois de plus. Voilà, et éviter le bachotage. Il y a Bravo. Christine Bellhomme en attente, non? Ou c'est fini? Là, on arrive à la fin, il est 10h05. Bon, et allez, on la s'arrête. tradition au Café Nil, c'est de s'arrêter à 10h, C'est ou à bien. 10h05 au maximum, puisque Parfait. on a pris 5 minutes au départ. Mais d'abord, Guy, je veux te remercier pour tout ce que tu nous as apporté comme connaissance sur ce rapport, en espérant, comme le disait tout à l'heure Loïc, que ça se mette en place rapidement et qu'il y ait des choses qui bougent sur le terrain, parce que on est des grands conceptualisateurs en France, mais pour passer à l'action, c'est pas toujours ça. Donc, on vous souhaite à l'Académie de faire tout le lobbying qu'il faut pour que ça puisse fonctionner, et ça puisse fonctionner vite pour les prochaines générations, on va dire. On va pas attendre des générations, mais les prochaines promotions d'étudiants. Et voilà. Et merci vraiment encore une fois pour ce travail salutaire. Non, mais je t'en prie. Oui, vas-y. Vas-y. Non, je disais merci à toutes et à toutes d'avoir participé, écouté et échangé. C'est important. Merci. Et merci à toi, Olivier. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça ne cesse de cliquer. On a l'avantage d'avoir des gens passionnants comme toi qui viennent au Café Nil. Juste 2 annonces. Le 19 mars, on reçoit Sophie Beaupère, donc déléguée générale d'Unicancer, et Lamine Garbi, qui est le président de la FHP, et qui vont nous parler de simplification administrative. C'est partie des grands serpents de mer de France. Et puis le 2 avril prochain, on aura Nicolas Bouzou aussi sur l'impact des innovations. Donc Nicolas viendra nous parler de l'impact des innovations autant sur le plan économique que sur le plan structure. Voilà, merci à tous et à très très vite. Merci à tous, merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée.